Ma sœur a jeté ma part de gâteau sur le sol, et a ricané, mange-le par terre. Toute la table a éclaté de rire. Maman a dit froidement, tu ne fais plus partie de cette famille. J'ai souri. Très bien. Demain, je retire mon nom de chaque prêt. À minuit, j'avais 58 appels manqués. Le glaçage était une crème au beurre, d'un jaune pâle, avec de délicates fleurs en sucre, qui coûtait probablement plus cher que mes courses de la semaine. J'ai regardé la part tomber dans les airs, au ralenti, tandis que l'assiette s'écrasait bruyamment sur le plancher en bois, de la salle à manger de mes parents. Le gâteau a atterri face contre terre, laissant une traînée de crème, sur les planches de chêne coûteuses, que ma mère venait tout juste de faire vernir. Mange-le par terre, a répété Mélissa, d'une voix dégoulinante de mépris. Ma sœur se tenait au-dessus de moi, ses mains manucurées encore tendues, là où elle venait de balayer mon dessert. Puisque de toute façon, tu te comportes comme un chien, qui m'en dit des restes. Toute la table a explosé de rire. L'oncle Franck a failli s'étouffer avec son vin. Ma cousine Jennifer s'est pliée en deux, haletant entre deux éclats de rire. Même la tante Caroline, qui essayait d'habitude de maintenir une certaine dignité, lors des réunions de famille, avait des larmes qui coulaient sur son visage, parfaitement maquillé. Mon père ne riait pas, mais il n'est pas intervenu non plus. Il a simplement détourné le regard, soudainement fasciné par quelque chose, à l'extérieur de la fenêtre. Je suis resté figé, ma fourchette suspendue dans les airs, là où ma part de gâteau d'anniversaire se trouvait, quelques secondes auparavant. Ce n'était pas mon anniversaire, bien sûr. C'était le 30e anniversaire de Mélissa. J'avais 29 ans, et apparemment, j'avais commis un péché impardonnable, en voulant prendre mon dessert, avant qu'elle n'ait fini son discours, sur sa promotion au poste de directrice marketing senior. Pensais-tu vraiment, a continué Mélissa, sa voix montant d'un ton pour s'adresser à toute la pièce, que tu pouvais simplement te servir? C'est ma journée, Sabrina. La mienne, pas la tienne. Tu n'as pas le droit de me voler la vedette, comme tu voles tout le reste. Je n'avais pas dit un mot de toute la soirée. J'étais arrivé à l'heure, j'avais apporté un cadeau coûteux que je n'avais pas les moyens d'offrir, et j'étais resté assise tranquillement pendant le dîner, pendant que Mélissa racontait chaque triomphe de sa carrière. J'avais même complimenté sa robe, bien qu'elle m'ait à peine adressé la parole. Prendre une part de gâteau, quand on le proposait, me semblait être l'action la plus sûre possible. Mélissa, ça suffit, a fini par dire mon père, mais sa voix manquait de conviction. Il avait toujours été faible, face au conflit, surtout quand cela concernait son enfant chéri. Maman a posé son verre de vin, avec un cliquetis sec. Ses yeux, froids et bleus, se sont fixés sur moi, avec une expression que j'avais vue d'innombrables fois en grandissant, un mélange de déception et de dégoût. En réalité, Thomas, je pense que Mélissa a raison. La voix de maman a tranché les derniers rires, comme une lame. Sabrina a toujours été le problème dans cette famille. Toujours à avoir besoin de quelque chose, toujours à créer des drames, toujours à tout ramener à elle. Ma gorge s'est serrée. Je voulais souligner que je n'avais pas ouvert la bouche pendant tout le repas, sauf pour répondre à des questions directes. Je voulais mentionner que j'avais dû poser des congés, dans mes 2 emplois, pour être ici. Je voulais hurler que je n'avais rien fait d'autre que d'exister dans la même pièce que ma sœur. Tu sais quoi, a continué maman, en se levant. Elle a lissé sa robe de cocktail, reprenant sa posture d'élégance banlieusarde. J'en ai assez de faire semblant. Tu ne fais plus partie de cette famille, Sabrina. Je pense qu'il est temps que tu sortes. Le silence s'est abattu sur la pièce. Même Jennifer a arrêté de ricaner. L'oncle Franck s'est raclé la gorge, mal à l'aise. La chaise de quelqu'un a grincé sur le sol. J'ai regardé le visage de ma mère, et je n'y ai rien vu. Aucun regret, aucune hésitation, pas même de la colère. Juste une finalité glaciale, comme si elle attendait depuis des années, une excuse pour dire ces mots à voix haute. Quelque chose en moi a rompu, pas de manière bruyante ou violente, mais proprement, comme un fil trop tendu, qui finit par lâcher. Je me suis levé lentement, j'ai attrapé mon sac à main, sur le dossier de ma chaise, et j'ai souri. Cela devait paraître étrange, sur mon visage, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Un sentiment étrange de libération m'a envahi, étouffant l'humiliation et la douleur. Très bien, ai-je dit calmement. Ma voix ne tremblait pas. Je m'occuperai donc de la situation des prêts,
dès lundi matin. Le visage de maman a pâli, très légèrement, mais je l'ai remarqué. Quel prêt, a exigé Mélissa, encore portée par sa cruauté. De quoi est-ce que tu parles? Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant ma mère, devant la table encore chargée de nourriture, et de cadeaux emballés dans du papier luxueux. Je suis passé devant mon père, qui s'était enfin détourné de la fenêtre, mais qui ne pouvait pas croiser mon regard. Je suis passé devant eux tous. Sabrina, attends, a lancé mon père, mais j'étais déjà en train de me diriger vers la porte. Je suis rentré chez moi en silence. Mes mains ne tremblaient pas sur le volant. Je n'ai pas pleuré. Je me sentais étrangement calme, comme si j'avais retenu mon souffle sous l'eau, pendant des années, et que je venais enfin de remonter à la surface. C'était un vendredi soir, à la fin du mois de février, et le monde extérieur semblait différent, d'une certaine manière, plus clair. Le trajet jusqu'à mon appartement m'a donné le temps de réfléchir à ce que je venais de promettre. Lundi matin. Cela me laissait tout le week-end pour me préparer, pour rassembler tout ce dont j'avais besoin, afin d'être sûr de faire les choses correctement. Mon appartement était petit et exigu. Un studio dans un quartier, que ma famille ne visiterait jamais. J'y vivais depuis 3 ans, travaillant comme comptable le jour, et faisant de la comptabilité en freelance la nuit. Les meubles étaient d'occasion, les murs avaient besoin de peinture, mais le loyer était à moi, et à moi seul. Personne ne pouvait me l'enlever. J'ai préparé du thé, et je me suis installé avec mon ordinateur portable, mais je n'ai pas commencé les emails tout de suite. Pas ce soir. Ce soir était consacré à la planification. J'ai sorti le classeur, que je gardais dans le tiroir de mon bureau, celui qui contenait toute la documentation, que j'avais accumulée au cours des 8 dernières années. Le premier prêt concernait la maison de mes parents. Ils avaient renégocié leur crédit, il y a 8 ans, quand l'entreprise de mon père avait traversé une mauvaise passe. La banque exigeait un co-signataire, avec une meilleure note de crédit. J'avais 21 ans, je travaillais dans mon premier vrai emploi, au sein d'un cabinet comptable, et j'étais désespéré d'aider ma famille en difficulté. Ma signature était bien là, à la page 12, soignée et officielle. Le deuxième prêt était pour les études supérieures de Mélissa, des prêts étudiants privés pour son MBA, dans une université prestigieuse. Maman et papa ne pouvaient pas se qualifier seuls, car ils avaient trop de dettes, et pas assez de revenus. Mais je venais d'obtenir une augmentation, et la famille s'entraide, n'est-ce pas? J'avais signé sans lire toutes les conditions, faisant confiance à ma sœur, qui m'avait promis de gérer ses paiements. Elle ne l'avait pas fait. Je l'ai payé discrètement depuis 2 ans, regardant mes économies s'évaporer. Le troisième prêt concernait l'expansion de l'entreprise de mon père, il y a 3 ans. Encore une co-signature, encore une promesse, qu'il ne s'agissait que d'une formalité, et que je ne serais jamais réellement responsable de quoi que ce soit. Le quatrième était un prêt personnel, que maman avait contracté pour les rénovations de la cuisine. Ma note de crédit était irréprochable à l'époque, alors que la sienne avait été ruinée, par des années de dépenses excessives. Il y avait aussi le prêt Toto, pour la BMW de Mélissa, la ligne de crédit que mes parents utilisaient pour les vacances, et le prêt pour la petite entreprise du partenaire de mon père, que j'avais bêtement accepté de garantir. J'avais signé pour 7 prêts différents, en 8 ans. À chaque fois, on me disait que cela ne signifiait rien, à chaque fois, je les croyais, et à chaque fois, je finissais par effectuer les paiements, lorsqu'il manquait d'argent, sacrifiant ma propre sécurité financière, pour préserver leur crédit. J'ai passé la nuit du vendredi à tout organiser dans des dossiers. Le samedi matin, j'ai commencé à rédiger les emails. J'ai fait des recherches sur les procédures de retrait de co-signataires, sur les lois de protection des consommateurs, et sur mes options juridiques. Le dimanche après-midi, j'avais une stratégie complète, bien tracée. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner, tout le week-end. Le numéro de mon père, celui de ma mère. Même Mélissa avait essayé d'appeler une fois. J'ai laissé chaque appel aller sur la messagerie, et je n'ai écouté aucun message. La panique qui s'était installée chez eux, n'était plus mon problème. Le lundi matin est arrivé, gris et froid. Je me suis fait porter pâle au travail, pour la première fois en plus d'1 an. Puis, j'ai commencé à envoyer les emails. Le premier est parti vers leur créancier hypothécaire. J'avais fait assez de recherches pour connaître mes options. En tant que co-signataire, je pouvais demander à être retiré,
si les emprunteurs principaux pouvaient prouver leur stabilité financière, ou trouver un autre garant. J'ai joint les preuves de mes paiements réguliers, et j'ai demandé un retrait immédiat, citant l'éloignement familial, comme motif de séparation des obligations financières. Le deuxième email est allé au gestionnaire des prêts étudiants privés. Même histoire, institution différente. Mon téléphone a commencé à sonner vers 10 heures, le numéro de mon père. J'ai décliné l'appel et j'ai continué à travailler. Les prêts commerciaux étaient plus complexes. Je ne pouvais pas me retirer, sans leur coopération ou un refinancement, mais je pouvais arrêter de verser les sommes, que je couvrais discrètement. J'ai rédigé des emails à mes parents et à leur banque, les informant formellement, que je ne contribuerais plus à des prêts, dont je n'avais pas bénéficié. Les SMS ont commencé à affluer vers 10 heures. Papa, Sabrina, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler de cela rationnellement. Maman, c'est incroyablement enfantin. Tu vas nous ruiner pour une stupide dispute. Mélissa, es-tu sérieusement aussi mesquine? C'était une blague. Mon Dieu, tu es tellement sensible. Cousine Jennifer, je pense que tu as peut-être surréagi ce soir. La famille, c'est pour toujours, tu sais. J'ai bloqué Jennifer immédiatement. Nous ne nous étions pas parlé en privé depuis 5 ans. L'oncle Franck a appelé à 10h30. J'ai répondu, par pure curiosité. Sabrina, ta mère est hors d'elle, a-t-il dit. Quoi qu'il se soit passé ce soir, je suis sûr que cela peut s'arranger. La famille est trop importante pour être jetée ainsi. Oncle Franck, saviez-vous que j'étais co-signataire sur 7 prêts différents, pour mes parents et ma sœur, ai-je demandé calmement. Saviez-vous que j'ai déboursé plus de 40 000 €, au cours des 3 dernières années, pour couvrir leurs paiements? Silence à l'autre bout du fil. Saviez-vous que je cumule 2 emplois, pendant que Mélissa poste des photos Instagram, de ses vacances à la plage? Que je conduis une Honda de 12 ans, alors qu'elle loue une BMW en utilisant mon crédit? Je ne connaissais pas les détails, a-t-il admis, mais il y a sûrement un moyen de résoudre cela, sans détruire vos relations. Ils ont détruit la relation vendredi soir, ai-je dit. Je ne fais que m'occuper de la paperasse. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. Les emails aux institutions financières étaient tous envoyés avant 11 heures. Je les avais rédigés avec soin, professionnellement. Aucune émotion, juste des faits et des demandes formelles. J'ai copié chaque document dans mes dossiers personnels, et j'ai imprimé des copies papier. À 11h15, Mélissa a appelé depuis 3 numéros différents. J'avais bloqué sa ligne principale, alors elle essayait son téléphone professionnel, et probablement des téléphones empruntés à des amis. Tous déclinés. La consultation avec l'avocat était prévue pour le mardi matin. J'avais trouvé un cabinet spécialisé, dans les litiges financiers et la protection des consommateurs. La consultation initiale était gratuite, et j'avais déjà compilé chaque document nécessaire. Mon application de suivi de crédit montrait que les 7 prêts étaient actuellement en règle, mais seulement parce que c'était moi qui payais. À partir du mois prochain, cela changerait. Qu'ils se débrouillent pour tout couvrir par eux-mêmes. Les SMS devenaient de plus en plus frénétiques, à mesure que le lundi soir approchait. Papa, le paiement de la maison est dû dans 5 jours. Tu ne peux pas faire ça. Maman, tu es cruelle et vindicative. Cela ne te ressemble pas. Mélissa, très bien. Tu veux des excuses? Je suis désolé. Voilà, t'es contente maintenant? Ne bousille pas mon crédit, c'est tout. J'ai tapé une seule réponse, et je l'ai envoyée à tous les 3, je ne fais plus partie de cette famille. Tes propres mots, maman. Débrouillez-vous. Puis, j'ai éteint mon téléphone. Le silence qui a suivi, m'a semblé être la première bouffée d'air pur, que je prenais depuis des années. J'ai préparé plus de thé, et je me suis installé sur mon canapé élimé, regardant les lumières de la ville par ma petite fenêtre. Mon téléphone était noir et silencieux, sur la table basse. Mais je savais ce qui se passait, la panique, les appels frénétiques aux banques, les recherches désespérées de leurs contrats de prêt, et la lente prise de conscience, de l'ampleur de leur dépendance envers moi, alors qu'ils me traitaient comme un déchet. J'ai rallumé mon téléphone, le mardi matin, avant mon rendez-vous chez l'avocat. J'avais 58 appels manqués, depuis que je l'avais éteint le lundi soir. Le chiffre m'a fait rire tout haut, dans mon appartement calme. 58 fois, ils avaient essayé de me joindre, en moins de 12 heures.
Après des années à ignorer mes appels, quand j'avais besoin d'aide, après avoir balayé mes problèmes comme étant triviaux, ils avaient appuyé 58 fois sur rappel pendant la nuit. Les messages vocaux étaient un véritable voyage, à travers les 5 étapes du deuil. Le déni, c'est ridicule, Sabrina. Arrête d'être dramatique et rappelle-nous. Maman, lundi, 20h47. La colère, comment oses-tu nous menacer ainsi? Nous sommes tes parents. Maman, lundi, 22h22. Le marchandage, ma chérie, s'il te plaît, parlons-en. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution. Nous t'aimons. Papa, lundi, 23h15. La dépression, tu vas vraiment laisser des années d'histoire familiale se terminer comme ça? Pourquoi? Pour une part de gâteau? Mélissa, mardi, 1h33. Encore plus de colère, espèce de petite peste égoïste et haineuse. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Maman, mardi, 4h02. Je les ai tous supprimés, sans même en écouter la plupart jusqu'au bout. Ensuite, j'ai appelé ma banque, et j'ai ajouté une sécurité supplémentaire à mes comptes. Je ne serais pas surprise que ma mère tente quelque chose de désespéré. Le reste de la semaine s'est déroulé dans un étrange flou. Je suis retourné au travail le mercredi, je n'ai dit à personne ce qui se passait, et je me suis concentré sur mes tâches. Chaque fois que mon téléphone sonnait, et il sonnait sans cesse, je refusais l'appel. Chaque SMS qui arrivait restait non lu, avant d'être supprimé. Le dimanche, un nouveau numéro est apparu. Tante Caroline. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Ils t'ont envoyé pour négocier, ai-je dit sans préambule. Non, ma puce. Sa voix était douce, fatiguée. Je voulais prendre de tes nouvelles. Ce qui s'est passé vendredi dernier était épouvantable. J'ai senti quelque chose se fissurer, un tout petit peu, dans ma poitrine. Vous avez ri, vous aussi. Je sais. Elle a soupiré lourdement. J'en ai honte. C'était une mentalité de groupe, et ce n'est pas une excuse. J'aurais dû dire quelque chose. J'aurais dû partir avec toi. Nous sommes restés en silence pendant un moment. Ils sont au plus mal, Sabrina, a continué Caroline. Ta mère a passé toute la journée de samedi et de dimanche au téléphone avec les banques. Ton père n'a pas quitté son bureau. Mélissa a débarqué ce matin en pleurant pour sa note de crédit. Tant mieux, ai-je dit simplement. Je ne te demande pas de leur pardonner, a vite ajouté Caroline. Je ne te demande même pas de reconsidérer les prêts. Ce qu'ils t'ont fait se préparer depuis des années, et vendredi n'était que le point de rupture. Je comprends. Alors pourquoi appelez-vous? Parce que tu es ma nièce, et je veux que tu saches, que tout le monde dans cette famille n'est pas aveugle à ce qui se passe. Certains d'entre nous voient tout ce que tu as sacrifié. Certains d'entre nous ont remarqué, que tu étais la seule à t'occuper de grand-mère avant qu'elle ne parte. Que tu cumulais 2 jobs, pendant que Mélissa faisait la fête pendant tout son MBA, avec ton argent. Des larmes m'ont brûlé les yeux. Les premières que je versais depuis vendredi. Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit? Parce que je suis une lâche, a admis Caroline. Ta mère est ma sœur aînée, et elle a toujours été redoutable. Prendre la parole signifie devenir sa cible, et j'ai choisi la facilité. Je suis désolé pour ça. J'ai essuyé mes yeux avec ma manche. Merci d'avoir appelé. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a-t-elle ajouté. Ta mère a convoqué une réunion de famille pour ce soir. Elle essaie de te faire passer pour mentalement instable, affirmant que tu as fait une sorte de dépression nerveuse. Elle dit à tout le monde, que tu profères des menaces irrationnelles, et que la famille doit présenter un front uni pour t'aider. Ma mâchoire s'est serrée. Évidemment. Je n'irai pas, a dit Caroline fermement. Et je lui ai dit exactement pourquoi. Je pensais que tu méritais d'être prévenu de ce qu'elle prépare. Nous avons discuté encore quelques minutes avant de raccrocher. J'ai ajouté Caroline à ma liste des membres de la famille, qui valait peut-être encore la peine d'être connue. C'était une liste très courte, essentiellement composée d'elle seule. Le mardi matin, j'ai rencontré une avocate. Patricia Chen avait le regard vif, et ne plaisantait pas, le genre d'avocate qui devait terrifier la partie adverse. C'est un sacré désordre, a-t-elle dit en feuilletant ma documentation. Mais ce n'est pas insurmontable. La bonne nouvelle,
c'est que vous avez été méticuleuse avec vos dossiers, chaque paiement a été tracé, chaque promesse documentée. Cela nous aide énormément. Est-ce que je peux me retirer de ces prêts, ai-je demandé. Certains, oui. D'autres nécessiteront leur coopération, ou une décision de justice. Elle a ricané. L'hypothèque et les prêts commerciaux plus importants vont être difficiles. Les banques n'aiment pas retirer des cosignataires sans garant de remplacement, mais nous pouvons leur rendre la vie très difficile, s'ils refusent de collaborer avec nous. Elle a tracé une stratégie, des lettres juridiques formelles exigeant le retrait de tous les prêts, la documentation de l'abus financier et de la coercition, et une trace écrite, qui montrerait clairement que j'avais été exploité par des membres de ma famille. Qui m'avait promis que je ne serais pas réellement responsable. Cela pourrait prendre des mois, a prévenu Patricia. Et cela ne sera pas gratuit. Mais si vous voulez vraiment couper les ponts, c'est ainsi que nous le ferons proprement. Je le veux, ai-je répondu. Envoyez les lettres. Les lettres ont été envoyées le jeudi. Le mardi suivant, mes parents avaient déjà engagé leur propre avocat. Les gants étaient officiellement retirés. L'avocat de ma mère a envoyé une réponse, qui était à la fois menaçante et pathétique. Ils affirmaient que j'avais cosigné volontairement tous les prêts, en toute connaissance de cause. Ils m'accusaient de tenter de saboter la stabilité financière de ma famille, par pure méchanceté. Ils exigeaient que je continue les paiements, sous peine de conséquences juridiques pour rupture de contrat. Patricia a ri en lisant cela. Ils essaient de se raccrocher à ce qu'ils peuvent. À moins qu'ils ne puissent prouver que vous êtes contractuellement obligé d'effectuer les paiements, ce qui n'est pas le cas. Vous n'êtes obligé de payer, que s'ils sont en défaut de paiement. Tout cela n'est que du bruit. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maintenant, on attend. Ils ont deux choix, travailler avec nous pour vous retirer de ces prêts, ou les laisser passer en défaut de paiement, s'ils ne peuvent pas payer eux-mêmes. Dans les deux cas, vous êtes protégés. Le défaut de paiement a commencé à la fin du mois d'avril. D'abord le paiement de la voiture, puis l'un des prêts commerciaux. Ma note de crédit en a pris un coup, mais Patricia m'avait prévenu. Nous avons tout documenté, montant un dossier prouvant que les dommages causés à mon crédit étaient le résultat direct de la mauvaise gestion financière et de l'abus de ma famille. L'Instagram de Mélissa s'est éteint. Les photos de plage et les check-ins au restaurant ont cessé. J'ai appris par Caroline qu'elle était retournée vivre chez nos parents, incapable de payer son appartement sans le coussin financier que je lui fournissais sans le savoir. Ce que je n'avais pas prévu, c'était la rapidité avec laquelle les dominos allaient tomber, une fois le premier paiement manqué. Le propriétaire de Mélissa m'a appelé directement début mai, ayant réussi à obtenir mon numéro, par le biais des formulaires de contact d'urgence qu'elle avait remplis, des années auparavant. Il réclamait les 2 mois de loyer de retard qu'elle devait. Je ne suis pas responsable des dettes de ma sœur, lui ai-je dit calmement. Pourtant, vous êtes listé comme sa caution, a-t-il insisté. Mon sang n'a fait qu'un tour. Montrez-moi les documents. Il me les a envoyés par email dans l'heure. Là, à la page 3 de son bail datant d'il y a 2 ans, se trouvait ma signature falsifiée. Elle l'avait calquée sur l'un des documents de prêt, imitant mon écriture si bien, que j'ai presque douté de ma propre mémoire. Presque. J'ai immédiatement transféré le document à Patricia, avec une seule ligne, ajouter la fraude au dossier. Patricia a appelé dans les 20 minutes. Cela change considérablement les choses. S'il elle a falsifié votre signature sur un bail, nous devons nous demander, s'il n'y a pas autre chose avec votre nom, que vous n'avez pas réellement signé. Nous avons passé la semaine suivante à éplucher mon rapport de crédit, ligne par ligne, auprès des 3 bureaux de crédit. C'est là que j'ai découvert ce que j'avais raté, 2 cartes de crédit que je n'avais jamais ouvertes, un compte de financement dans un magasin de meubles où je n'avais jamais mis les pieds, et une facture médicale pour une procédure esthétique. Que je n'avais jamais subi, la rhinoplastie de Mélissa, il y a 3 ans. Apparemment, les montants avaient été assez faibles pour se perdre dans le chaos des prêts légitimes, que je suivais. Un achat ici, un paiement là, enfoui dans des relevés que j'avais été trop accablé pour examiner en détail. En tant que comptable, j'étais méticuleuse avec les finances des autres, mais j'étais en train de me noyer dans les miennes. Ces comptes frauduleux étaient passés entre les mailles du filet, cachés sous l'avalanche de dettes légitimes que je gérais. Le total s'élevait à près de 15 000 € de dettes frauduleuses, toutes soigneusement dissimulées parmi les prêts qui m'étouffaient. Nous déposons une plainte à la police, a dit Patricia fermement.
Ce n'est plus seulement un drame familial. C'est un vol d'identité. La plainte a été déposée un mercredi, à la mi-mai. La détective Maria Santos a pris ma déposition dans une petite pièce sans fenêtre, qui sentait le café brûlé et le désespoir. Elle était compatissante, mais pragmatique. La fraude familiale est plus courante qu'on ne le pense, a-t-elle dit en faisant cliqueter son stylo de manière rythmée. Les parents qui volent leurs enfants, les frères et sœurs entre eux. Les gens supposent que la famille ne poursuivra pas, alors ils deviennent audacieux. Je poursuivrai, ai-je dit sans hésitation. Elle m'a observé un instant. Vous êtes sûr? Une fois le processus lancé, on ne revient pas en arrière. Votre sœur fera l'objet d'un mandat d'arrêt. J'en suis sûr. L'enquête a duré 3 semaines. La détective Santos a dû vérifier chaque compte frauduleux, remonter jusqu'aux demandes de souscription, et monter un dossier solide. Le mandat a finalement été émis au début du mois de juin. Mélissa a été arrêtée sur son lieu de travail, un mardi matin, emmenée de sa boutique menottes au poignet, sous les yeux de ses collègues. Caroline m'a appelé cet après-midi-là pour me prévenir, sa voix serrée par une émotion, que je n'arrivais pas tout à fait à identifier. Ta mère est hystérique, a-t-elle dit. Elle t'accuse de détruire la vie de Mélissa. Ce n'est pas moi qui ai falsifié des documents, ai-je répondu. Je n'ai pas volé l'identité de quelqu'un. J'ai juste refusé d'être une victime plus longtemps. Je sais. Je ne te critique pas. Je pensais juste que tu devais savoir ce qui allait arriver. Ce qui est arrivé, fut une véritable offensive. Ma mère a débarqué devant mon immeuble, le mardi soir, hurlant sur le parking jusqu'à ce que les voisins appellent la police. Elle a été escortée hors de la propriété, avec un avertissement pour violation de domicile et harcèlement. Elle a ensuite envoyé des lettres, de longues diatribes manuscrites sur mon égoïsme, ma cruauté, et ma trahison des liens familiaux. Elle citait des versets de la Bible sur l'honneur dû aux parents. Elle affirmait que je faisais une dépression nerveuse, et que j'avais besoin d'une intervention psychiatrique. Elle a supplié, menacé et culpabilisé sur 12 pages d'une écriture serrée. J'ai gardé chaque lettre dans un dossier étiqueté épreuve, et j'en ai envoyé des copies à Patricia. L'oncle Franck a essayé une approche différente. Il m'a invité à déjeuner fin juin, à ses frais. J'ai failli refuser, mais la curiosité l'a emporté. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant, à mi-chemin entre nos quartiers. Il a commandé du café et une tarte, essayant de recréer une ambiance nostalgique de chaleur familiale. J'ai commandé de l'eau et j'ai attendu. Ta mère s'inquiète pour toi, a-t-il commencé. Ma mère m'a dit que je ne faisais plus partie de la famille, ai-je corrigé. Elle n'a plus le droit de s'inquiéter maintenant. Il a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. Elle a dit des choses sous le coup de la colère. Tu sais comment elle est. Je sais parfaitement comment elle est. Je l'ai su toute ma vie. C'est précisément pour cela que j'en ai fini. Mais Mélissa pourrait aller en prison, a-t-il dit. Sabrina, la vraie prison? Est-ce vraiment ce que tu veux? J'ai posé mon verre d'eau avec précaution. Ce que je voulais, c'était une famille qui me traite avec un minimum de respect. Ce que je voulais, c'était ne pas être exploité pendant 6 ans, tout en m'entendant dire que j'étais le problème. Ce que je voulais, c'était que ma sœur ne commette pas de fraude en utilisant mon identité. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je n'ai obtenu aucune de ces choses. Alors, ce n'est pas de la vengeance. Ce sont des conséquences. Mélissa a fait des choix, ai-je continué. Elle a falsifié ma signature, ouvert des comptes à mon nom, volé mon identité financière. Ce sont des crimes. Je ne l'ai pas forcée à commettre ces crimes. J'ai simplement arrêté de les camoufler. Le visage de Franck a rougi. Tu étais une fille si douce autrefois. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je me suis découvert une colonne vertébrale, ai-je dit en me levant. Merci pour l'eau. Je l'ai laissé là, assis devant sa part de tarte intacte, et je ne me suis pas retourné. L'audience préliminaire a eu lieu fin juillet. Mélissa s'est présentée avec un avocat commis d'office, le visage pâle et sans maquillage. Elle avait perdu du poids, et ses vêtements semblaient trop larges pour elle. Pendant un court instant, j'ai senti un pincement au cœur. Puis, je me suis souvenu du gâteau s'écrasant au sol, des rires, des années de cruauté ordinaire, et le sentiment s'est dissipé. Elle a plaidé non coupable.
Son avocat a soutenu qu'en tant que membre d'une même famille, il y avait une croyance raisonnable, qu'elle avait la permission d'utiliser mes informations. Patricia a balayé cet argument, avec les preuves de la signature falsifiée, et mon témoignage sous serment, affirmant que je n'avais jamais donné mon accord pour quoi que ce soit. Le juge a fixé une date de procès en septembre, et a modifié les conditions de sa caution pour inclure une interdiction totale de contact avec moi. Le soulagement que j'ai ressenti a été immense. En sortant du tribunal, j'ai aperçu mon père, debout près de sa voiture. Il semblait avoir vieilli d'une autre décennie, les épaules voûtées dans un costume, qui ne lui allait plus correctement. « Est-ce qu'on peut parler ?» a-t-il demandé doucement. « Est-ce que votre avocat est avec vous ?»« Pas d'avocat » a-t-il dit. « Juste un père et sa fille, s'il te plaît. » Contre mon meilleur jugement, j'ai acquiescé. Nous avons marché jusqu'à un banc près du tribunal, nous asseyant aux extrémités opposées, comme des inconnus dans un bus. « J'ai beaucoup réfléchi » a dit mon père après un long silence, à la façon dont nous vous avons élevés, vous deux, et au choix que nous avons fait. J'ai attendu, ne lui donnant rien. Nous avons toujours accordé plus d'attention à Mélissa, parce qu'elle était plus exubérante, plus exigeante. Tu étais si calme, si autonome. Nous pensions que tu n'avais pas autant besoin de nous. Il s'est frotté le visage des deux mains. Nous nous sommes trompés. Nous t'avons ignoré parce que c'était plus facile, et nous t'avons utilisé parce que tu nous as laissé faire. Donc, c'est de ma faute, si j'ai été trop conciliante? Non, il m'a regardé directement pour la première fois. C'est notre faute, d'avoir été le genre de parents, qui profiteraient de la gentillesse de leur enfant. Qui viderait ton compte en banque, et sacrifierait ton avenir, parce que c'était pratique. Qui choisirait la roue qui grince, plutôt que celle qui continue de tourner, sans se plaindre. Ma gorge était serrée. Pourquoi me dites-vous cela maintenant? Parce que tu mérites de l'entendre. Parce que j'ai perdu mon entreprise, ma maison, et que je vois maintenant mon autre fille, risquer une condamnation pour crime. Et je comprends enfin ce que nous t'avons fait, tout ce que nous t'avons pris, et le peu que nous t'avons rendu en échange. Vous n'aurez plus un centime de ma part, ai-je dit catégoriquement. Si c'est pour cela que vous êtes là. Ça ne l'est pas. Il a secoué la tête. Je ne te demande pas d'argent, ni de pardon, ni quoi que ce soit d'autre. Je voulais juste que tu saches, que je le vois enfin. Je te vois maintenant. Et je suis désolé de ne pas t'avoir vu, quand cela comptait. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Les oiseaux gazouillaient dans les arbres au-dessus de nous. Les voitures passaient dans la rue. La vie continuait autour de nous, alors que nous existions dans cette petite bulle, de douloureuse honnêteté. J'espère que vous trouverez une solution, ai-je fini par dire. Vraiment, mais je ne peux plus en faire partie. Je sais. Mon père s'est levé lentement, comme si ses articulations le faisaient souffrir. Prends soin de toi, Sabrina. Tu vaux mieux, que nous tous réunis. Il s'est éloigné, et je suis resté sur ce banc pendant encore 30 minutes, à traiter des émotions que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Ce n'était pas du pardon. Ce n'était pas une réconciliation. Mais c'était quelque chose. Peut-être une forme de conclusion, ou du moins, le début. Juillet est devenu août, et la vie a trouvé un nouveau rythme. J'avais commencé à voir un thérapeute 2 fois par semaine, pour déballer des années de dysfonctionnement familial et de codépendance. Le docteur Morrison était patient et perspicace, m'aidant à comprendre que ma valeur n'était pas liée à mon utilité. On vous a appris, dès l'enfance, à être le distributeur automatique de la famille, a-t-elle dit lors d'une séance. Votre valeur était toujours transactionnelle. L'amour était conditionné par le service. Ce n'est pas votre faute, mais c'est votre responsabilité de guérir de cela. Je me suis jeté corps et âme dans cette guérison. J'ai lu des livres sur les familles narcissiques et les boucs émissaires. J'ai rejoint un groupe de soutien en ligne, pour les personnes se remettant d'abus financiers. J'ai commencé un journal, déversant des années de colère et de douleur refoulées, sur des pages que personne d'autre ne lirait. Le travail est devenu plus facile aussi, maintenant que je n'étais plus constamment stressé, à l'idée de couvrir les paiements de quelqu'un d'autre. Ma patronne a remarqué le changement, et m'a prise à part en août. Quoi que vous fassiez de différent, continuez, a dit Janet. Votre travail a toujours été solide, mais ces derniers temps, vous êtes exceptionnel. Je vais vous proposer pour une promotion.
La promotion s'est accompagnée d'une augmentation de 15% et de meilleurs avantages sociaux. Pour la première fois depuis des années, je pouvais économiser de l'argent sans culpabiliser. J'ai ouvert un compte d'épargne retraite, quelque chose que je n'avais jamais pu me permettre auparavant. Voir ce solde augmenter, sachant qu'il était à moi et à moi seul, m'a semblé révolutionnaire. Le partenaire commercial de mon père m'a appelé directement, furieux. « Tu es en train de détruire tout ce que nous avons bâti. » « Je n'ai rien bâti du tout, ai-je répondu calmement. J'ai juste payé pour cela. Maintenant, débrouillez-vous. Il a menacé de me poursuivre. Je l'ai renvoyé vers Patricia, et j'ai raccroché. Juillet a apporté des négociations pour un accord. L'avocat de mes parents a proposé un marché, j'effectuerai encore 3 mois de paiement, pendant qu'ils chercheraient un financement alternatif, et ils accepteraient en échange, de ne pas demander de dommages et intérêts pour les impacts sur leur crédit. Absolument pas, ai-je dit à Patricia. Ils n'auront plus un seul centime. Pas même pour protéger votre propre crédit? Pas même pour ça. Si mon crédit est ruiné, c'est parce qu'ils l'ont ruiné. Je veux que ce soit acté dans le dossier. Patricia a souri d'un air sombre. Vous êtes plus coriace qu'il ne le pensait. En septembre, 3 des 7 prêts étaient en défaut de paiement. Ma note de crédit avait chuté de 150 points. J'avais reçu 2 lettres d'agence de recouvrement, et je ne m'étais jamais senti aussi libre. La maison était l'option nucléaire, que je gardais en réserve. L'hypothèque était le prêt le plus important, celui qui entraînait les conséquences les plus dévastatrices, s'il n'était pas payé. Patricia avait été claire, si ce prêt passait en défaut, mes parents pourraient perdre leur maison. J'avais continué à effectuer les paiements hypothécaires depuis mars, comblant le manque à gagner, quand leur propre virement échouait. Mais à la fin du mois de septembre, j'ai arrêté. J'ai envoyé une lettre recommandée à la banque et à mes parents, les informant que je ne contribuerais plus à l'hypothèque, d'aucune manière que ce soit. Maman a appelé, d'un numéro que je n'avais pas encore bloqué, sa voix aiguë de panique. « Tu ne peux pas faire ça. Où sommes-nous censés vivre? Vous auriez dû y réfléchir, avant de me dire que je ne faisais plus partie de la famille, ai-je dit calmement. Vous êtes des adultes. Débrouillez-vous. Nous t'avons tout donné, a-t-elle hurlé. Nous t'avons élevé, nourri, nous t'avons mis un toit sur la tête. Ça s'appelle être parent, ai-je rétorqué. Ce n'est pas une dette que je vous dois. Et même si c'en était une, je l'ai remboursée avec 40 000 €, et cette année de stabilité financière ruinée. Tu vas le regretter, a-t-elle sifflé. Quand tu seras vieille et seule, sans famille, tu réaliseras ce que tu as gâché. Je n'ai rien gâché du tout, ai-je dit doucement. C'est vous qui m'avez jeté, le jour de l'anniversaire de ma sœur, devant toute la famille, pour le crime d'avoir voulu une part de gâteau. Je ne fais que traiter la paperasse. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. L'avis de saisie est arrivé au début du mois de décembre. La banque avait déposé les documents préliminaires après 3 paiements manqués. Mes parents avaient 60 jours pour régulariser le défaut, ou faire face à une procédure d'expulsion. Mon père s'est présenté chez moi, un mardi soir, à la mi-décembre. J'ai failli ne pas le laisser entrer, mais la curiosité a gagné. Il avait une mine affreuse, paraissant plus vieux que ses 62 ans, avec des rides profondes autour des yeux, et une barbe grise sur sa mâchoire d'habitude toujours rasée de près. « Sabrina, s'il te plaît, a-t-il dit. Ta mère et moi, nous ne pouvons pas perdre la maison. Ce n'est pas vous qui perdez la maison, ai-je répondu. C'est votre propre irresponsabilité financière, qui vous l'a fait perdre. Je ne fais simplement plus en sorte, de la rendre possible. Je sais que ce que Mélissa a fait était mal, a-t-il ajouté. Ce que ta mère a dit était mal. Mais cela va trop loin. Nous punir ainsi, c'est cruel. Quelque chose en moi a rompu. Cruel, ai-je lancé. Vous voulez parler de cruauté, papa? Parlons de la façon dont j'ai passé toute mon enfance, à être comparée à Mélissa, et à être jugée insuffisante. De la façon dont chaque réussite que j'avais, était ignorée, alors que ses efforts médiocres étaient célébrés. De la façon dont j'ai payé moi-même mes études, dans un petit collège communautaire, pendant que vous et maman contractiez des prêts pour son université privée. De la façon dont j'ai cumulé 2 emplois pour rester à flot, tout en renflouant vos entreprises foireuses, et son addiction au shopping. Nous ne t'avons pas demandé de le faire. Si, vous l'avez fait.
Ma voix est montée d'un ton. À chaque fois que vous m'appeliez, pour dire qu'il vous manquait de l'argent pour un paiement. À chaque fois que Mélissa débarquait en pleurant, à cause de ses factures de carte de crédit. À chaque fois que maman mentionnait à quel point vous étiez stressé, pour l'entreprise. Vous demandiez sans demander. Et j'ai répondu présent, parce que je pensais que c'était cela, la famille. Mon père a regardé le sol. Nous avons profité de toi, a-t-il admis à voix basse. Je le vois bien, maintenant. Il est trop tard pour les excuses, ai-je dit, soudainement épuisé. Le mal est fait pour mon crédit. Mes économies, ma santé mentale. J'ai perdu des années de ma vie, à nettoyer des dégâts que je n'avais pas commis. Et le merci que j'ai reçu, c'est de m'entendre dire, que je n'étais plus de la famille. Ta mère ne pensait pas. Si, elle le pensait. Je suis allé vers la porte et je l'ai ouverte. Elle pensait chaque mot. La seule chose qu'elle regrette, c'est que j'ai eu le pouvoir de faire en sorte, que ses paroles aient des conséquences. Maintenant, sortez s'il vous plaît. Il est parti sans un mot de plus. Octobre a apporté une forme de résolution. Mes parents ont vendu la maison. C'était soit cela, soit la saisie immobilière, et au moins une vente leur permettait de repartir avec un petit quelque chose. Ils ont déménagé dans une petite location à l'autre bout de la ville, le genre d'endroit qu'ils méprisaient, quand j'habitais d'Empire. Mélissa a déclaré faillite en novembre. Son crédit était détruit, sa voiture a été saisie. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans la vente, et vivait dans la location de mes parents. Tous les trois entassés, dans un appartement de 2 chambres. L'entreprise de mon père a coulé. Sans accès au crédit facile, et sans mon soutien financier, il n'a pas pu maintenir l'activité. Il a pris un emploi de cadre moyen, dans une entreprise avec laquelle il était autrefois en concurrence. Ma note de crédit se rétablissait lentement. Il faudrait des années pour la réparer complètement, mais Patricia m'a assuré, que nous avions assez de documents, pour potentiellement poursuivre pour dommages et intérêts. J'y réfléchissais. Le rassemblement familial de ce Thanksgiving a été restreint. J'ai appris qu'il n'y avait que mes parents, Mélissa et l'oncle Frank, qui se sentaient encore obligés de venir. Personne ne m'a appelé pour m'inviter. J'ai passé la journée avec Caroline et son mari, à manger des plats chinois à emporter, et à regarder le football. Des regrets, m'a demandé Caroline, alors que nous débarrassions les assiettes. J'y ai réfléchi honnêtement, à cette famille que j'avais perdue, aux années d'histoire partagée, au futur rassemblement théorique, auquel je n'assisterai jamais. J'ai pensé aux nièces et neveux que je ne rencontrerai jamais, à mes parents vieillissant sans moi, au futur mariage de Mélissa, où je ne serai pas invité. Non, ai-je fini par dire. Aucun regret, car voici ce que j'ai gagné, le respect de moi-même, la liberté financière, même si elle a coûté une note de crédit. Des limites qui signifient enfin quelque chose. La certitude que je pouvais me défendre, même si cela me coûtait tout. Cette part de gâteau sur le sol avait été la goutte d'eau de trop. Mais il ne s'agissait pas vraiment du gâteau. Il s'agissait d'années passées à être traité comme une moins que rien. D'avoir ma valeur mesurée uniquement par ce que je pouvais fournir, d'être invisible jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose, puis d'être jeté dès que je n'étais plus utile. Ils m'ont dit que je n'étais plus de la famille, pensant que cela me briserait. Au lieu de cela, cela m'a libéré. Mon appartement était toujours petit et exigu. J'avais toujours 2 emplois, mais désormais, l'argent que je gagnais était à moi seul. Plus d'appels frénétiques pour des retards de paiement. Plus de culpabilisation sur les obligations familiales. Plus besoin de regarder mes économies s'évaporer, dans l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. J'ai commencé à sortir avec quelqu'un en décembre. Rien de sérieux, juste des cafés et des soirées ciné, avec quelqu'un qui ne connaissait pas mon histoire familiale, qui me voyait juste comme Sabrina, pas comme Sabrina la déception, ou Sabrina le distributeur automatique. Je me suis inscrite à une salle de sport, j'ai pris des cours de poterie, j'ai continué ma thérapie, pour traiter des années de manipulation émotionnelle, que j'avais normalisées. Je me suis fait des amis, qui étaient présents quand j'en avais besoin, qui se souvenaient de mon anniversaire sans que je le rappelle, qui m'appréciaient pour moi-même, et non pour ma note de crédit. En janvier, j'étais sincèrement heureuse. Pas d'une manière spectaculaire, mais de cette façon calme et constante, qui vient du fait de vivre authentiquement, de faire des choix qui servent son propre bien-être, plutôt que le confort des autres. Mon téléphone a sonné un soir, à la fin du mois de janvier.
Numéro inconnu, mais local. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Sabrina. La voix de Mélissa était petite, incertaine. S'il te plaît, ne raccroche pas. J'ai attendu. J'ai besoin de m'excuser. Vraiment, ai-je dit. T'excuser. Pas comme avant. Elle a pris une inspiration tremblante. Ce que j'ai fait à mon anniversaire était impardonnable. La façon dont je t'ai traité toute ma vie était impardonnable. Je t'ai utilisé, je t'ai méprisé, et je n'ai jamais envisagé une seconde, ce que cela te coûtait. Tu as raison, ai-je simplement dit. C'était impardonnable. Je sais que je ne peux rien effacer. Je sais que tu n'as aucune raison de me croire, ou de me faire confiance à nouveau, mais je voulais que tu saches que je le vois maintenant. Vivre dans ce minuscule appartement, travailler dans la vente, avoir des agents de recouvrement qui appellent tous les jours. Je comprends enfin ce que tu as traversé. Tant mieux, ai-je répondu. Peut-être que tu en deviendras une meilleure personne. Y a-t-il une chance, sa voix s'est brisée, une quelconque possibilité que nous ayons à nouveau une relation, un jour? J'y ai réfléchi avec soin. À cette sœur qui m'avait tyrannisé depuis l'enfance, qui avait pris mon argent et mon soutien pour acquis, qui avait littéralement jeté du gâteau par terre, en me disant de le manger comme un chien. Je ne sais pas, ai-je dit. Honnêtement, peut-être dans quelques années, si tu fais le travail nécessaire pour devenir quelqu'un de différent. Mais là, tout de suite, non. J'ai besoin d'être loin de vous tous, pour découvrir qui je suis, sans le poids de cette famille sur mes épaules. C'est juste, a-t-elle chuchoté. Plus que juste. Je suis désolé, Sabrina, pour tout. Je sais, ai-je conclu. Mais désolé ne répare pas 6 ans d'abus financiers. Cela ne répare pas toute une vie à être traité comme une inférieure. C'est juste un mot. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Peut-être qu'un jour, je serai prête à en entendre plus. Peut-être qu'un jour, elle changerait vraiment. Mais ce jour n'était pas aujourd'hui, et il ne viendrait peut-être jamais. Et c'était très bien ainsi. J'ai regardé autour de moi, dans mon petit appartement, cette vie que j'avais bâtie avec mes propres mains, et mon propre argent. J'ai savouré la paix que j'avais trouvée, dans les limites et la distance, regardant l'avenir qui s'étendait devant moi, incertain mais mien. Ils avaient essayé de me dire que je n'étais rien sans la famille, que j'avais plus besoin d'eux qu'ils n'avaient besoin de moi, que partir me laisserait brisé et seul. Ils avaient tort. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Caroline, dîner ce week-end? Sa réponse a été immédiate, absolument. C'est moi qui offre. La famille, je l'ai appris, n'est pas une question de sang. C'est une question de respect, de réciprocité, et d'attention sincère. J'avais passé 27 ans dans une famille, qui n'offrait rien de tout cela. Maintenant, j'étais en train de construire quelque chose de meilleur. Et tout avait commencé avec une part de gâteau sur le sol, et le courage de dire enfin non.